Bonjour, bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Dans cette émission, je vous propose de retrouver les étudiants et les étudiantes de la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB qui se sont penchés sur le laboratoire, notre chantier pilote sur la rénovation saine et durable. Ils nous livrent leurs premières conclusions. On doit essayer de faire en sorte de maintenir et de valoriser tout ce qui va être le patrimoine du bâtiment. Essayer de ne pas modifier son apparence même ou l'influence qu'il peut avoir sur son quartier. On a des questions traditionnelles qui sont des questions de fonctionnalité, des questions de confort, des questions énergétiques, donc d'économie d'énergie, voire de disparition d'énergie fossile. Tout ça est structuré dans une approche qui s'appelle Renolab et qu'on a voulu simplement expliquer à nos étudiants parce que ça leur permettait du coup de travailler de manière confiante dans une structure, on va dire, relativement fermée qui correspond en fait aux attendus, aux attentes de la société d'aujourd'hui. Que ce soit Renolab ou n'importe qui d'autre, dans l'idée où on refait des logements ou même qu'on transforme un habitat en un autre, on doit s'assurer que les espaces correspondent bien au programme qu'on imagine et qu'ils soient confortables pour ce programme. On essaie de porter une attention particulière aussi à la conception circulaire. C'est en ce moment un concept qui prend de plus en plus de place en architecture, dans le sens où avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, on doit faire attention à la récupération des matériaux, à essayer de ne pas en produire juste pour le plaisir de produire, à essayer de faire en sorte que les fonctions qu'on imagine aujourd'hui peut-être pourront toujours rester adaptables dans un futur où les fonctions changeraient. Ensuite, on doit faire attention et on doit déjà envisager pour le moment et pour la présentation qu'on va avoir aujourd'hui tout ce qui va être les matériaux qui vont composer notre intervention. En toute fin, il y a aussi une attention qui est portée sur tout ce qui va être l'eau, la biodiversité. Pareil, aujourd'hui, on pourrait essayer de faire toujours un maximum d'économies financières, certes, mais aussi environnementales. On doit faire attention à l'eau, la biodiversité, l'écosystème, voir si on peut commencer à envisager des récupérations d'eau de pluie, des producteurs d'énergie passive, de sorte à rendre la maison peut-être le plus autonome possible dans ce qu'il est possible de faire ici à Bruxelles, avec des panneaux solaires, des pompes à chaleur et tous ces équipements aujourd'hui qu'on essaie d'installer de plus en plus sur les projets les plus récents. Donc tout ça, c'est indispensable pour faire un diagnostic de à quoi est-ce que j'ai affaire, où est-ce que je me trouve et qu'est-ce que je peux proposer à mettre là-dedans. On leur demandait aussi beaucoup plus de travail sur certains curseurs. C'est clair que sur l'énergie, sur les matériaux, on leur demande d'utiliser des méthodes de calcul qu'après on vérifie, etc. Donc là, ils sont obligés d'y passer. Je m'appelle Basile. Je suis étudiant en architecture en Master 1, ici à la faculté d'architecture La Cambre-Horta à l'ULB. Nous, notre but, c'était de faire donc une première analyse de l'état actuel du bâtiment et d'identifier tous les éléments architecturaux existants, d'en faire un diagnostic pour pouvoir identifier les éléments qui pourraient être réemployables, recyclables, etc. C'est surtout fortement concentré sur les objets de réemploi et de circularité. Donc par exemple, je peux donner des exemples comme les radiateurs, les portes, les éléments électriques, donc les prises, les interrupteurs, etc. Pour les portes extérieures, on a 3 portes qui mènent vers l'extérieur, mais qui ont toutes des typologies différentes. Donc on a la porte qui mène vers la cour extérieure avec un simple vitrage par exemple, ou bien la porte d'entrée qui possède des moulures, mais dont la peinture également s'écaille un petit peu, mais donc dont le réemploi semble tout de même possible. On en a recensé beaucoup, pas mal qui étaient dans un état de réemploi plutôt bon en fait, qui étaient facilement réutilisables ou non. On les a un peu classés avec plusieurs catégories, avec un réemploi facile, un réemploi qui demandait plus d'entretien et de remise à neuf, et un réemploi qui on l'a qualifié comme présentant un challenge, qui demandait réellement beaucoup d'enjeux et de moyens. Au départ, on a voulu faire comprendre aux étudiants qu'il y a des enjeux qui sont liés à notre activité d'architecte, que ces enjeux sont complètement en train de se retourner. On a été chercher des articles scientifiques, des revues et des choses comme ça, dont notamment pour expliquer pourquoi l'enjeu des matériaux devenait très important. Pourquoi on ne pouvait plus, par exemple, utiliser le béton
voire même le ciment, peut-être même le bois, et qu'il faudrait trouver des nouveaux matériaux qu'on ne connaît pas encore vraiment, mais dont on voit l'apparition, donc c'est les produits dérivés du bambou, des choses comme ça, qui permettent donc d'être utilisés dans le bâtiment tout en stockant du CO2 par exemple. Donc du coup on a des interventions qui coûtent de l'énergie, donc qui émettent du CO2, c'est la transformation du bâtiment en soi, et de l'autre côté on a l'utilisation de nouveaux matériaux, des biosourcés, des dérivés du bambou, des matériaux qui donc compensent en fait ces deux bilans. C'est assez bizarre du point de vue architectural puisque c'est une question climatique en fait qui génère ou suscite de nouvelles manières de travailler. Mais donc c'est sur ces bilans-là par exemple, du coup on est amené à réfléchir sur la question des matériaux, sur des inventaires qu'on fait de mais qu'est-ce qu'il faut vraiment démolir ou qu'est-ce qui doit vraiment changer ou qu'est-ce qui peut être conservé ou qu'est-ce qui peut être déplacé ou remplacé, etc. Et ça, ce sont vraiment des questions tout à fait nouvelles. Dans notre groupe, on s'occupe de l'analyse des performances énergétiques du bâtiment. De là, on peut calculer la compacité du bâtiment en faisant VP sur AT. Et donc ça nous donne une compacité de 1,8. Et en gros, plus la compacité est grande, plus petite est la perte d'énergie par mètre cube chauffé. On a commencé par faire un grand tableur et beaucoup de calculs sur la situation actuelle des performances du bâtiment. Donc il s'agit de déterminer la compacité du bâtiment, de savoir si à quel point le bâtiment est compact et donc à quel point il subit des pertes d'énergie ou pas. Donc en fonction du volume protégé, des surfaces dépertitives. D'abord on a calculé UG. UG c'est la conductance du vitrage. Ça indique la quantité de chaleur transférée à travers un mètre carré de vitrage par unité de surface. On fait aussi un métrait des surfaces opaques et des surfaces transparentes. Ensuite, on a calculé le UW. Ce qui est pratique pour nous, c'est que dans cette maison, il y a un peu tout à refaire. Il y a quasiment pas d'isolation, la ventilation, ça va pas, le chauffage, il n'y a quasiment rien. Finalement, dans la dernière partie de ce tableur, on a une partie qui va jouer sur l'optimisation. Et donc là, on va venir émettre des hypothèses. Il y a des questions, qu'ils ne maîtrisent pas encore, enfin non, c'était l'enjeu en fait à travers le projet, c'est comment se rendre indépendante de la question énergétique. On a encore beaucoup d'étudiants qui pensent que le bâtiment, c'est un vieux bâtiment, on ne peut pas lui demander trop. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va s'autonomiser, évidemment. Donc la question, elle n'est plus de savoir si on peut faire de la basse ou de la très basse énergie. La question, c'est de savoir comment, dans 30 ans, quand le pétrole sera de toute façon hors de prix, indisponible, ce ne sera même plus la peine, est-ce qu'on aura un bâtiment où il fera encore bon vivre, même avec un pull ou deux? Ou bien est-ce que, non, ce sera trop froid ou trop chaud? On a travaillé sur les qualités architecturales et environnementales de la maison. Si on fait un projet de quartier neuf ou même de bâtiment neuf, on va commencer par analyser où il se trouve et quelles sont les interactions de notre site avec l'environnement direct. Ça, c'est indispensable, aussi bien du point de vue social que du point de vue environnemental, donc ensoleillement, présence des arbres, d'arbres remarquables, oui, non, etc., d'espaces verts, accessibles, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc., etc. On a commencé par faire une analyse du quartier, de son évolution, et ensuite de la maison en l'état actuel. Avec les projets des années 50-60, on a eu la jonction Normandie qui a totalement fracturé le quartier, donc, où une grande partie a été rasée avec le plan Manhattan. On est localisé près du centre-ville, on est localisé près de moyens de transport et d'axes de mobilité qui sont très intéressantes. On est localisé aussi à proximité de grands lieux patrimoniaux intéressants. Le quartier, il est assez complexe parce qu'il côtoie un quartier d'affaires et une population plutôt aisée. Et en même temps, c'est un des vieux quartiers de Bruxelles, historiquement celui des prostituées. Et donc, en fait, il y a un vrai paradoxe entre ces deux-là. On a aussi un bâtiment qui est assez bien conservé,
donc qui est assez original aussi dans sa structure, c'est-à-dire que c'est un mitoyen mais pas tout à fait un mitoyen. Il y a 2 accès déjà différents, ça apporte tout de suite un petit peu de jeu dans la gestion spatiale. C'est un bâtiment qui se chapeaute aussi par une espèce de couronnement original. Le toit a une forme assez particulière pour le quartier, pour les maisons mitoyennes bruxelloises en général. C'est qu'il n'a pas 2 pans et 2 pignons, mais il a 4 pans de toiture et donc c'est une petite pyramide, quoi. Ça crée déjà des qualités de base dont on peut essayer de bénéficier ou de les améliorer encore. Quand on voit la vue satellite, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, en fait, les habitants et les propriétaires ont tous construit les cœurs d'îlots pour gagner en mètres carrés. Du coup, c'est très congestionné. Nous, on a travaillé sur le sujet du climat à Bruxelles aujourd'hui et en 2050. Et c'est donc d'essayer de prévoir quelle serait l'évolution du climat en fonction des différents scénarios de réchauffement climatique possibles. Bruxelles resterait une ville à température plutôt modérée. On aurait une augmentation de plus ou moins 2 degrés, mais rien de... Enfin, c'est tout de même conséquent, mais rien de très très grand comparé à d'autres villes comme Alger, par exemple, qui verraient des températures qui n'existent pas encore à l'heure actuelle sur Terre. Bruxelles resterait dans quelque chose qu'on connaît actuellement, mais plus dans des villes en Italie, et donc comme je le disais, avec des situations plus, donc plus humides en hiver, plus secs en été, et donc un besoin de s'adapter à ça dans la conception architecturale, ce qui se traduit par notamment le fait de penser à des maisons qui seraient plus aérées, qui laissent plus passer la ventilation, penser des plans qui seraient moins compacts et donc plus ouverts toujours à, à la ventilation, à la capacité de prendre le vent et de la laisser passer à certains moments en été notamment.